Bonjour Youssef. Bonjour, merci, merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté. Je crois qu'il faut que tu places ton écran Ouais, dans ça, l'autre sens, parce que ça, sinon, ça demande une petite, en fait, ça demande un petit moment d'adaptation. adaptation. Voilà. Non, Youssef, j'ai essayé de faire une présentation euh, ok. succincte et rapide de ton parcours, mais je crois que c'est mieux que tu le fasses. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement à pour nos auditeurs et expliquer qui est Youssef Indy? Alors, en même temps que j'essaie de régler ce problème de caméra, Écoute, euh, parce je que, commence. parce que normalement, ça devrait se, bref, ça fonctionne pas. Je vais le tenir à la main. Alors, je suis chercheur spécialiste de l'histoire des religions, notamment du messianisme, ses implications historiques, géopolitiques et politiques. J'ai écrit un certain nombre d'ouvrages sur les origines messianiques du sionisme, sur la religion, la généalogie de la religion républicaine, sur la géopolitique des blocs, sur la politique européenne, française, voilà, etc., etc. Donc j'ai publié cet ouvrage à ce jour. Et en fait, Youssef, d'où elle est née cette envie de faire des recherches sur l'histoire des religions? Comment c'est né cette passion? Parce que c'est une passion quand même pour aller aussi loin, parce que tu es allé très loin en profondeur dans l'origine des choses. Comment est-ce que c'est né cette envie chez toi? Alors, disons que c'est né. Attendez, je vais tenter autre chose. Hop. À la technologie, quand elle nous... C'est les aléas du direct. Hop, voilà, C'est pas grave, ça rend les choses plus vivantes. voilà, hop. Je crois qu'on y est là. Ouais, on y est bien. Oui, alors c'est une démarche au départ plutôt une passion plutôt qu'une démarche d'écrivain professionnel parce que je n'ai jamais eu véritablement l'intention d'en faire un métier. Donc très tôt, à l'adolescence, fin de l'adolescence, j'ai commencé à lire beaucoup, beaucoup. Et puis petit à petit, j'ai concentré mes recherches et ça a commencé à l'époque où je faisais des recherches sur les origines messianiques du sionisme, n'étant pas satisfait des thèses qui étaient avancées à l'époque, Hmm. l'origine, la fin du 19e siècle ou 17e siècle dans les milieux protestants. Je me suis mis en action, disons, dans la recherche et dans l'écriture. Et durant ce travail de recherche, disons, j'ai tiré le fil au départ des origines messianiques du sionisme, puis les origines messianiques de la stratégie du choc des civilisations, et ainsi de suite. Donc ça a donné mon premier ouvrage, Occident Islam, tome 1, Sources et genèse messianique du sionisme. Puis un deuxième ouvrage, Les mythes fondateurs du choc des civilisations, donc comment l'islam est devenu l'ennemi de l'Occident. C'était plus un travail historique des rapports entre le monde occidental chrétien et le monde musulman. Et Ouais. ensuite, mon véritable deuxième ouvrage de recherche, ça a été La mystique de la laïcité, sur la généalogie de la religion républicaine. Et ensuite, Occident Islam, tome 2, Le paradoxe théologique du judaïsme, plus sur l'Antiquité et la naissance du judaïsme qui découle du yavisme. Et j'ai aussi écrit un certain nombre d'articles prospectivistes sur la France, sur la géopolitique. Ça a donné des ouvrages comme Du Brexit aux Gilets jaunes, paru en 2019. Donc tous ces ouvrages-là, pour le moment, c'est aux éditions Sigest, qui regroupent en fait mes articles entre 2015 et 2018, articles dans lesquels j'annonçais la révolte des Gilets jaunes et la transformation du régime républicain français en une sorte de dictature policière, ce qui est arrivé. Et ensuite, j'ai publié. C'est prophétique presque. C'était Comment déjà prophétique. C'est prophétique. je dirais prospectiviste, voilà. Pour pas être arrogant, prospectiviste, c'est-à-dire que je, je, je repère les signaux faibles, les tendances lourdes, et le prospectiviste, ce qu'il fait, c'est qu'il
en repérant, en faisant de la veille sur les signaux faibles et en prolongeant les courbes des tendances lourdes, il peut prévoir, prévenir, annoncer certains phénomènes. Donc c'est ce que j'ai fait. Puis j'ai publié un ouvrage qui est aussi un recueil d'articles aux éditions Contre-Culture, Chronique du sionisme, qui regroupe mes articles de géopolitique des blocs et de l'évolution de la géopolitique israélienne et sioniste plus largement. Et mon dernier ouvrage, L'autre Zemmour, aux éditions Contre-Culture, et encore un tout dernier ouvrage, alors là c'est une collaboration entre Stratégica et KA Édition qui s'appelle L'islam politique. Donc je l'ai ici. Donc là c'est L'autre Zemmour, aux éditions Contre-Culture. Et puis là c'est L'islam politique, édition KA Édition en collaboration avec Stratégica. Donc voilà en gros pour me présenter et présenter mes travaux. En résumé, le petit parcours extensif, on va bien. Un résumé, voilà, le plus synthétique possible. Alors, moi, ce qui m'intéresse et ce que j'aimerais que tu communiques à nos auditeurs, c'est qu'est-ce que tu as découvert, en fait, au cours de tes recherches qui, à la fois, t'ont permis d'écrire ces articles prospectifs, comme une prospective, comme tu le dis, et qui permet, en fait, de comprendre la situation que nous vivons à l'heure actuelle. Comment, j'imagine que c'est extrêmement difficile de résumer ça, parce que c'est quand même tu as fait des recherches qui ont duré des années et écrit 7 ouvrages, 8 maintenant. Et là, même. c'est le 8e, le 8e, on peut dire qu'il y en a 8. Donc, c'est extrêmement difficile de résumer tout ça, mais les grandes lignes, qu'est-ce que tu découvres en fait et pourquoi, tu l'as dit tout à l'heure, ce que tu trouvais dans les livres d'histoire finalement correspondait pas à ce que la réalité des choses, et qu'est-ce que tu découvres qu'aujourd'hui tu es en train de communiquer au grand public? Alors, c'est une vaste question. Je vais essayer de répondre en partant de la situation actuelle, donc celle du coronavirus, qui a donné lieu à mon texte Coronavirus accélérateur historique. J'ai beaucoup travaillé en fait sur, comme je vous l'ai dit, sur le messianisme, notamment le messianisme juif, qui tire ses racines de la Bible hébraïque. Et ce que j'explique notamment dans ce texte Coronavirus sur Stratégica Coronavirus accélérateur historique, c'est que vous avez une structure messianique. Qu'est-ce que cette structure messianique? C'est une vision de l'histoire, en fait assez simple, avec un début d'histoire, puis une fin de l'histoire, un effondrement de l'histoire, et une nouvelle ère qu'on appelle, que les Juifs appellent la rédemption, la Géoula, ou simplement l'ère messianique, les temps messianiques. Et il y a un certain nombre d'événements historiques, donc à travers l'histoire, qui ont été perçus par une certaine élite, dans un premier temps rabbinique, puis une élite intellectuelle laïcisée, qu'il soit de confession juive, athée ou pas, peu importe, puisque ces idées messianiques vont se laïciser et sortir de la simple communauté juive pour aller, dans le cas par exemple du socialisme, pénétrer les milieux socialistes via le marxisme, parce que le marxisme va emprunter cette structure messianique, donc une tension historique, lutte des classes, et puis fin de l'histoire, dictature du prolétariat. Dans le messianisme juif, il y a une histoire qui est à la fois une tension et une succession de révélations qui conduit à une rupture. Alors, dans les textes traditionnels, il s'agit de catastrophes, de cataclysmes, de révolutions, de guerres, qui sont les signes de cet effondrement historique qui doivent nous mener au paradis terrestre. Ce paradis terrestre est à la fois une restauration de l'Éden paradisiaque qu'on trouve dans la Bible hébraïque, dans la Torah, Bereshit, dans la Genèse, mais aussi un monde utopique, c'est-à-dire un monde que l'on n'a jamais connu. Vous voyez, et même dans le marxisme, on va retrouver ça. L'idée qu'on va revenir à une période pré-capitaliste, avant le néolithique, et l'avènement d'un monde, la dictature du prolétariat, d'un monde que l'on n'a encore jamais connu. Donc dans l'histoire, il y a eu par exemple à la Révolution française, dans les milieux
dans certains milieux révolutionnaires, enfin, certains milieux messianiques, l'idée, la perception que cette révolution de 1789 était cette catastrophe qui conduira à cet effondrement. Plus tard, avant, pendant et après la révolution bolchevique, pareil, dans un certain des milieux révolutionnaires messianiques juifs athées, comme par exemple des gens comme Georg Lukács, Landauer, etc., ont perçu donc cette révolution bolchevique comme l'événement majeur qui allait mener à la fin de l'histoire. Puis plus tard, vous allez avoir, avec la chute du mur de Berlin, quelqu'un comme Francis Fukuyama qui va voir l'effondrement justement du mur de Berlin comme cette fin de l'histoire, qui va donner lieu à son livre, La fin de l'histoire, le dernier homme, comme étant donc l'avènement d'un monde libéral universel. Et en fait, on retrouve là toujours cette idée-là messianique de fin de l'histoire et d'avènement d'un monde que l'on n'a jamais connu. Et ce qui est intéressant, c'est que récemment, lorsqu'il y a eu la pandémie début de la pandémie de Covid-19, et surtout les politiques de confinement qui ont été menées à l'échelle mondiale, avec des différences selon les pays, a été, pas, je dirais pas perçu, mais disons certains membres de l'oligarchie occidentale, des gens comme Kissinger, Jacques Attali, Gordon Brown, qui était l'ancien Premier ministre britannique, ont tous écrit un certain nombre d'articles, de textes, disant qu'il fallait un gouvernement mondial pour répondre à cette pandémie. Et en fait, après la Seconde Guerre mondiale, on a eu des textes similaires venant de gens comme, par exemple, Einstein, qui écrivait qu'il fallait, pour éviter de nouvelles guerres, créer un gouvernement mondial avec une sorte de droit d'ingérence qu'on va retrouver avec Bernard Kouchner plus tard, droit d'ingérence dans les États pour prévenir à la fois l'instauration d'une dictature d'une minorité sur une autre, religion, nazisme, et prévention de guerres à venir. Donc, à chaque période, à chaque grande catastrophe, entre guillemets, vous avez des oligarques ou des porte-paroles de l'oligarchie, je dirais oligarchie occidentale, plus précisément judéo-protestante, qui nous vendent, alors là c'est un gouvernement mondial, depuis la Seconde Guerre mondiale d'ailleurs, mais hier c'était, donc, je vous le disais, la dictature du prolétariat, etc. Donc on retrouve toujours cette structure, cette idée que l'histoire va s'effondrer avec un événement majeur et entrer de plein pied dans une nouvelle ère messianique de la rédemption. Donc, pour comprendre ce qui se passe actuellement, le discours de certains porte-paroles de l'oligarchie et même de chefs de gouvernement, il faut avoir cette connaissance de ce courant, ou de ces courants plutôt, ces courants messianiques. Voilà, j'ai essayé d'être synthétique. Et alors, mais moi j'ai envie de te demander, quel est le but en fait? Donc c'est de ramener le paradis sur terre. Il y a aussi une autre volonté derrière ça, mis à part ramener le paradis sur terre ou vivre un monde qui n'a jamais été vécu, comme tu l'as expliqué tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un autre but aussi? Alors, de façon plus prosaïque, disons que c'est là, j'ai parlé en théorie, d'accord, Ouais. gouvernement mondial. Mais en pratique, comment dire, il y a des objectifs plus prosaïques. Par exemple, faut toujours faire des parallèles historiques, surtout quand ce sont des événements très rapprochés. En 2008, vous avez eu une crise financière qui a conduit au renflouement des banques. D'ailleurs, c'était à l'époque Gordon Brown, qui était Premier ministre britannique, et qui avait réuni le G20 à Londres, qui avait organisé un grand renflouement des banques qui avaient joué avec notre argent. Ouais. Renflouement fait par les États avec l'argent du contribuable. Donc, cette crise financière avait déjà conduit à un appauvrissement massif, notamment en Occident. Et aux États-Unis, on l'a vu avec les subprimes, un certain nombre
d'Américains ont perdu littéralement leur maison. 2009, donc quelques mois plus tard, il y a la pandémie de H1N1 qui est déclenchée, qui se déclenche. Et à ce moment-là, on avait déjà le même discours qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que quelqu'un comme Jacques Attali parlait déjà de gouvernement mondial nécessaire pour répondre à cette pandémie, en disant que euh, la réponse économique n'est pas suffisante pour conduire à un gouvernement mondial. Ou plutôt, le problème économique n'est pas un problème suffisamment fédérateur, qui ne produit pas suffisamment de peur, en fait, pour conduire les gens à accepter un gouvernement mondial. Et déjà à l'époque, il y avait tout un discours alarmiste sur le H1N1. En France, il y avait la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, qui travaillait pour AstraZeneca et qui a commandé avec l'argent du contribuable plusieurs centaines de millions de doses de vaccins d'AstraZeneca qu'ils ont dû détruire. Mais à ce moment-là, ils avaient déjà essayé de nous imposer tout cela et ça n'avait pas pris, en fait. Oui. Et en fait, vous avez en 2019 déjà un certain nombre d'économistes, je les cite dans mon texte sur Strategica, qui prévenaient, qui parlaient d'un krach boursier plus important encore que celui de 2008. 2008. Et ce qui se passe, c'est que à partir de la fin de 2019, il y a un certain nombre de, de financiers qui proposent à leurs clients de placer leur argent en actions dans ce qui allait s'effondrer durant la pandémie que nous connaissons aujourd'hui. Et j'en suis arrivé à la conclusion qu'il y avait comme une sorte de délit d'initié, parce que vous aviez une augmentation de 40% des investissements dans des domaines qui allaient être touchés par la pandémie. Et à partir de là, j'écrivais, donc c'est en avril 2020, j'écrivais que très certainement on va avoir le FMI qui va nous dire, comme en 2013 déjà, 2012-2013, qu'il va falloir ponctionner les épargnes pour rembourser la dette. Et ce que je disais, c'est que, en fait, le coronavirus est un accélérateur historique, mais un accélérateur de tous les phénomènes qui étaient déjà en cours. Et il y avait un phénomène qui était déjà en cours depuis un certain nombre d'années, et on peut remonter loin, on peut remonter jusqu'aux années Thatcher-Reagan, un processus de destruction des classes prolétariennes occidentales, puis des classes moyennes. Là, c'est le géographe Christophe Guilluy qui a beaucoup écrit sur ce sujet-là. Et je disais, donc, à l'occasion de cette pandémie, on est en train d'organiser l'appauvrissement, le déclassement massif des classes moyennes et de la petite bourgeoisie. Et donc, ils sont en train c'est comme de la démolition contrôlée, c'est-à-dire qu'ils sont en train de mettre en place des sociétés. Là, il y a toujours des exceptions, hein, même en Occident. On voit les politiques, il y a des différences de gestion de cette pandémie. Mais il y a un projet, disons, de l'oligarchie occidentale qui consiste à faire de l'Occident, disons, un nouveau tiers-monde, c'est-à-dire une hyperclasse, comme dirait Jacques Attali, les 0,1% au sommet de la société, puis plus rien entre les deux, et une masse de pauvres. Donc une disparition de la classe moyenne avec simplement une haute bourgeoisie et une catégorie des classes moyennes qui ont disparu et une paupérisation de la majorité des populations occidentales. Et pour accompagner cela, vous avez l'idée du revenu universel, par exemple, qui va vous permettre simplement de vivoter. Vous gagnez, disons, 3 000 euros par mois, vous avez perdu votre boulot ou votre commerce à cause du confinement, eh bien, on va vous donner moins de 1 000 euros pour vivoter. C'est un peu comme dans les films de science-fiction. J'écrivais ça en avril 2020. Quelques mois plus tard, Klaus Schwab, donc à la tête du Forum économique mondial, Davos, publie son livre The Great Reset, où il explique ce que j'expliquais en avril, c'est-à-dire que
Nous n'avons plus besoin, je crois, de trois quarts des restaurants, où les deux tiers ou les trois quarts des emplois seront automatisés d'ici 2030, donc on n'aura plus besoin, euh, en gros, des inutiles, comme les appelle Alexandre, l'urologue là, transhumaniste, qui donnait une conférence Oui, à Polytechnique et qui appelait les gilets jaunes les inutiles. En fait, les inutiles, ça veut effectivement. dire que socialement, ils ne servent à rien, il faut les détruire. Et donc, ce que je disais, on était en avril 2020, donc on était en plein confinement, un mois après le début du confinement, eh bien, c'est concrétisé par euh, les discours donc, des représentants de l'oligarchie, comme Klaus Schwab, qui se dit d'ailleurs disciple de Henry Kissinger, vous voyez, que je citais précédemment, et les politiques en fait gouvernementales, notamment en France, qui sont données, se situent dans cette droite ligne, c'est-à-dire une destruction systématique des petites et moyennes entreprises, des commerces, et maintien des grosses entreprises. C'est-à-dire que vous pouvez continuer à aller travailler pour les multinationales, qui elles en plus vont se refaire sur le dos de la bête, c'est-à-dire qu'elles vont profiter de la destruction des PME. Mais ça encore, ce sont des processus qui ont commencé il y a longtemps, avec ce qu'on appelle le tournant néolibéral en Occident, et l'abolition, d'ailleurs aux États-Unis, puis ça a suivi en Europe, du Glass-Steagall Act, donc c'était une loi qui avait été voté après le crack de 1928 pour séparer les banques de dépôt, ouais, et les banques d'affaires. Donc, dans les années 80-90, on a détricoté cette loi, ce qui a conduit d'ailleurs à la crise de 2008. Donc, on a vraiment une confrontation entre l'économie fictive et l'économie réelle. Et là, on a une prédominance de cette économie fictive, de la finance, qui depuis en fait les origines de l'usure a, a la même finalité, consciente ou pas, c'est-à-dire de réduire les populations en esclavage. Depuis que l'usure a été créée, j'en parle dans un de mes ouvrages, c'est dans Islam tome 2, dans l'Antiquité, en Mésopotamie et à Sumer, ça conduisait déjà à cela. C'est-à-dire, Ouais. on prête de l'argent aux paysans en période de récolte maigre, puis donc le paysan s'endette avec des crédits à taux élevés, et quand il ne peut pas rembourser, puisque les récoltes, voilà, on est en période, disons, de sécheresse, voilà, il ne peut pas rembourser, et là alors, euh, le prêteur récupère le terrain, puis la maison, puis la femme et les enfants du paysan, puis le paysan lui-même, et là tout le monde est réduit à l'esclavage. C'est pour ça qu'à l'époque, régulièrement, le souverain annulait la dette. Donc ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'une annulation de la dette. Or, ce qu'on nous dit, quelqu'un comme Christine Lagarde, à la tête Oui. de la BCE et qui était à la tête du FMI, c'est pas Il n'y pas aura pas d'annulation d'année. de dette. Oui, Aucune oui, annulation oui. de la dette. Et pour finir là-dessus, sur cette question économique, depuis un an, donc à cause du confinement, les Français, disons la classe moyenne, la bourgeoisie, a épargné pour 200 milliards d'euros. Ils ont mis de côté, donc, par prévention, 200 milliards. Et là, l'État dit, mais nous, euh, on a sorti de l'argent, donc l'État a sorti de l'argent pour pallier à la destruction de l'économie, destruction qu'ils ont organisée eux-mêmes. Ils sont organisés Donc, eux-mêmes. et ils disent, donc ils cherchent maintenant un moyen pour mettre la main sur cette épargne, ce que je disais en avril 2020. Mais, mais le problème, c'est que le contribuable a mis de l'argent de côté, vous voyez, pour prévenir donc cette destruction de l'économie organisée par l'État. L'État dit, oui, mais moi j'ai pallié à cette destruction économique à cause de la pandémie, mais ce qu'il oublie de dire, c'est que cet argent qu'ils ont sorti pour pallier à cette destruction économique vient du contribuable. Et donc, en Oui. fait, on va ponctionner doublement le contribuable. Donc, il y a véritablement une volonté de destruction économique. Ça, c'est un des volets, voilà, pour être plus prosaïque. D'accord. C'est quand même dur à avaler comme pilule.
pour les gens qui débarquent, j'ai envie de dire, et qui nous disent, mais c'est pas possible. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils entendent ça, disent qu'ils sont dans le déni, ils n'acceptent pas cette explication. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? Mais qui sont dans le déni de quoi? De la réalité ou de ces explications données? Euh, Moi, j'ai envie de dire de la réalité, parce Mhm. que tes explications, pour moi, sont parfaitement factuelles et réelles. J'ai d'ailleurs, moi, dans mon cercle familial et amical, du mal à faire comprendre cette réalité. Euh, comment, comment les gens réagissent Mhm. autour de toi quand tu racontes Bah, moi, mon travail, il est, comme tu l'as dit, il est parfaitement sourcé. Donc là, on est par exemple dans une interview, je ne fais que résumer un travail qui s'étale sur des centaines, même plus d'un millier de pages en réalité. Donc le chercheur, l'écrivain fait sa part du travail, mais c'est aux gens de faire leur part du travail, c'est-à-dire de se documenter, de lire les articles, de lire les livres. Je ne peux pas, pendant une interview, apporter toutes les preuves avec moi, mais toutes les sources sont là, c'est-à-dire que mes articles, mes livres, etc., tout ça le démontre. Maintenant, c'est vrai que ce qui est difficile à expliquer, c'est que, il y a un projet religieux messianique. Et oui, alors là, ça, c'est l'autre le, versant du voilà, sujet. parce que tout ce que je dis là, par exemple, par rapport à la destruction de l'économie, le fait que Klaus Schwab dit que 75% des emplois seront automatisés, qu'il dit clairement qu'il faut fermer un certain nombre la majorité des restaurants, etc. Tout ça, c'est documenté. Les, euh, les actions des différents gouvernements, ça aussi, c'est documenté. Dans mon article, j'explique par exemple que la politique de confinement a été euh, proposée par Neil Ferguson de l'Imperial College of London, qui est un salarié de la Banque mondiale, de l'Organisation mondiale de la santé, qui est financée en grande partie par Bill Gates, qu'il a travaillé pour indirectement pour l'ONU, pour les gouvernements britanniques, l'Union européenne, etc. Et qu'il avait il faisait des prédictions complètement démentes où il disait si on ne confine pas en Grande-Bretagne ou en France, il y aura 500 000 morts. En France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, il y aura 2 millions de morts, etc. Ça, c'est factuel. Vous voyez, Oui, et quand je rapporte qu'il y a un membre du conseil scientifique français qui a étudié auprès de Neil Ferguson, qui travaille avec lui, qui est à l'Institut Pasteur et qui a communiqué les modélisation à Emmanuel Macron et que le lendemain, Emmanuel Macron a décrété la fermeture des écoles, etc. Tout ça, c'est factuel. Maintenant, l'autre niveau, c'est-à-dire la dimension religieuse, eh bien, là, pour le comprendre, il ne suffit pas simplement de lire mon article, il faut aller au livre pour montrer qu'il y a une continuité historique sur la durée et que, au-delà du messianisme, les idéologies qui mènent le monde, les politiques et l'histoire, sont des formes laïcisées de la religion. Donc vous avez un certain nombre de mouvements idéologiques en apparence athées, comme quand par exemple on parle d'un gouvernement mondial, dictature du prolétariat, république universelle, ce ne sont que des, euh, les différents mots qui disent la même chose, c'est-à-dire euh, les temps messianiques, la fin de l'histoire. C'est ça que ça signifie en réalité. Bon, maintenant, moi, ma réponse, c'est il faut aller lire. La majorité des gens, par exemple, qui critiquent, l'écrasante majorité, en fait, des gens qui critiquent mon travail ou qui disent que, voilà, qui le remettent en cause, sont des gens qui n'ont pas lu mes livres, ni même mes articles. Donc, ils voient des vidéos, ils voient des extraits, etc. Et à partir de là, ils se font un semblant d'opinion. Non, il faut lire. Hein, des fois, il faut dire, les vidéos, Internet, etc. C'est simplement une porte d'entrée.
Vous voyez, c'est pas une fin en soi de regarder des vidéos. Il faut aller à la lecture. Donc c'est pour ça qu'on écrit des livres. Donc moi c'est ça que j'ai à répondre. Lisez les ouvrages. Et si vous avez quelque chose à y redire, eh bien écrivez vous-même des articles et des ouvrages. Voilà. En parlant de tes ouvrages, donc tu viens de lancer un ouvrage, un livre sur Éric Zemmour qui s'appelle L'autre Zemmour et où tu révèles une autre pièce angulaire pour moi du puzzle qui est l'opposition contrôlée. Et donc, au travers de son histoire, tu expliques ce qu'est l'opposition contrôlée et quel est le rôle de Zemmour, en fait, dans la politique française. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Oui, alors là, il faut revenir en fait en 2016. Comme je vous l'ai dit, à partir de donc, en 2015, je sors mon premier ouvrage, mais en parallèle, j'écris un certain nombre d'articles sur la politique française, la géopolitique et de prospective. Un de mes premiers articles, entre septembre et décembre 2015, c'était dans un de ces articles où je disais que la France amorce un pas vers une dictature policière pour faire face à une future révolte de la population française. Ça, c'est en 2015. Mais je disais en parallèle, dans l'année 2016, en même temps que j'annonçais cette révolte, puisque j'ai insisté là-dessus de 2015, et puis j'ai donné une conférence à Nice en septembre 2016, où je me posais une question sur la guerre civile, dont parle Éric Zemmour, la guerre civile ethnique, dont, comment dire, pas qu'il essaie de faire advenir, mais disons que il essaie d'amener, lui et les autres néoconservateurs, au cœur du débat politique, la question ethnique, la question de la guerre civile ethnique plus précisément. Moi, je dis non, la tradition française, c'est pas ça. C'est plutôt la lutte des classes, mais pas la lutte des classes au sens marxiste. Ce qui va se passer, c'est avec l'appauvrissement massif des Français, ça va être une révolte de la majorité des Français dans la réalité ou virtuellement. C'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire les Gilets jaunes sont sortis, 80% des Français étaient favorables aux Gilets jaunes. Voilà. Oui. Et je disais à l'époque, le rôle de quelqu'un comme Éric Zemmour, c'est de dévier en fait cette colère populaire de l'ennemi principal. Pour reprendre le fameux théoricien du droit, philosophe Carl Schmitt, il disait que chaque peuple, chaque société a de façon structurelle un ennemi qui lui permet à la fois de se définir politiquement et, et de, disons, s'activer politiquement dans certaines périodes. C'est-à-dire désigner un ennemi structurel qu'on va gérer d'une manière ou d'une autre selon les circonstances ou à échéance. Je disais, bon, l'ennemi du peuple français dans sa majorité, c'est les 0,1%, c'est l'oligarchie qui l'appauvrit, etc. Et en fait, tout le rôle de Zemmour, ce que je disais en 2016, c'est de dire en gros à la population française, non, 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 l'ennemi, c'est pas l'oligarchie, c'est votre voisin de palier musulman, etc., etc. Donc en fait, c'est dévier une colère qui a une origine sociale et économique vers une confrontation ethnique. Donc, ça a donné cet ouvrage-là, L'autre Zemmour, où je détaille en fait par thème le rôle de Zemmour et je montre quelle forêt cache l'arbre Zemmour. Parce que Éric Zemmour lui-même n'est pas un personnage historique important. C'est-à-dire qu'il n'est pas producteur d'idéologie, c'est pas quelqu'un qui a créé un mouvement politique, c'est simplement un porte-parole de certains groupes et réseaux, c'est-à-dire l'oligarchie néoconservatrice. En France, très précisément, ça correspond aux milliardaires sarkozystes et à leur réseau. C'est-à-dire, concrètement, Serge Dassault, qui est mort maintenant, tête du Figaro, Vincent Bolloré, Iskandar Safa, et toute cette droite qu'on appelle la droite hors les murs, qui est rattachée directement ou indirectement au néoconservatisme, aux néoconservateurs, en gros au pro-israélien. Voilà. Ouais. On trouve des gens comme Robert Ménard, ancien salarié de la CIA et de George Soros, quelqu'un comme Gilles William Goldnadel,
ancien vice-président du CRIF, président de l'association France-Israël et ami de Benjamin Netanyahou, etc. Donc en fait, Éric Zemmour est le représentant et le porte-parole de ce groupe, de ce réseau, de cette communauté d'intérêts dont il protège les intérêts justement en ayant un discours de déviation de la colère. Ce qui est intéressant, c'est quand même de voir à quel point nos opinions sont manipulées. À travers ce type de personnage, on est en train de dévier l'attention du vrai problème, tu l'as très justement dit, l'oligarchie en fait, sur autre chose, et à quel point le peuple, nous pauvres peuples, nous sommes aveugles en fait sur ces choses-là. Donc d'où l'importance de lire, comme tu le disais parfaitement, lire tes ouvrages. Seulement, voilà, je trouve qu'à l'heure actuelle, dans la société où nous vivons, où les médias ne font pas leur travail, ou plutôt les médias font partie du système, et finalement, au lieu de pousser les gens à faire leurs propres recherches, servent une histoire toute faite que les gens avalent tout cru. Entre guillemets. Oui, alors c'est un peu la narration, la narration du Covid qui ne vient pas s'opposer à la narration euh, islamo-centrée, disons, d'Éric Zemmour. Donc en fait, ça va de pair, hein, parce que ce que met en évidence encore le Covid-19, c'est justement cette, comment dire, cette sociopathie des dirigeants français et cet agenda sous couvert d'incompétence, parce qu'il y a un certain nombre de critiques de l'action gouvernementale depuis le premier confinement qui dit ils font n'importe quoi, ils commettent des erreurs, etc. En fait, ce ne sont pas des erreurs qu'ils commettent, comme je l'ai dit précédemment, ça correspond à un agenda, et même les discours contradictoires, les doubles injonctions font partie en fait de cette stratégie. Et là, par exemple, on l'a vu récemment, quelqu'un comme Éric Zemmour défend systématiquement l'action du gouvernement. Il dit par exemple face à l'avocat Divizio en mai 2020, il lui dit c'est à cause de vous, parce qu'il a attaqué pour le compte de clients ou associations des membres du gouvernement auprès de la Haute Cour de justice de la République. Éric Zemmour lui dit c'est à cause de vous qu'on ne déconfine pas suffisamment vite, par exemple. Ou il dit ailleurs, il dit sur CNews, en fait, les dirigeants en fait sont un peu perdus. En gros, le Covid-19 est tellement déboussolant et en fait, ils le font pas exprès, simplement, ils sont un peu perdus, c'est une situation nouvelle. Et là encore récemment, je crois que c'était hier, il y a eu des réactions très virulentes en France parce qu'on a découvert qu'un certain nombre de ministres et même conseillers de gouvernement là, à l'Élysée, Gabriel Attal, se réunissent et font des soirées ensemble, sans masque, etc. Sans masque dans des restaurants clandestins. Voilà, et Éric Zemmour les a défendus en disant qu'il ne comprenait pas la réaction des Français, qu'il trouvait que c'était même une sorte de rigidité germanique. C'est-à-dire qu'en gros, pour lui, il ne comprend pas. Il fait semblant de ne pas comprendre parce que, je veux dire, les Français se prennent des amendes quand ils sortent au-delà de 19h ou au-delà de 10 km. Ils sont masqués toute la journée. Ils ne peuvent pas aller au restaurant. En gros, on vit sous surveillance, en résidence surveillée, en gros. Oui, il trouve anormal que ces Français qui sont enfermés ou demi-enfermés depuis un an s'offusquent de voir des ministres, membres du gouvernement, etc., passer des soirées, dîner, etc. Là, on voit encore qu'au moment fatidique, en fait, au moment où ça commence à chauffer, où les dirigeants sont potentiellement en danger, Éric Zemmour va au front et essaye de leur trouver
des excuses, en fait, de les défendre. Voilà. Donc, petit à petit, le rôle d'Éric Zemmour, que je pointe du doigt depuis maintenant plusieurs années, va se révéler. Ah oui, oui, et c'est c'est fascinant de voir en fait qu'il y a quand même des choses qui sortent. Enfin, cette histoire sur les restaurants clandestins, ça a été quand même un caillou dans leurs chaussures, hein, parce que je crois qu'ils ont essayé de démentir. Si je me souviens bien, ils ont essayé de Ouais. démentir en disant que c'était un poisson d'avril. Euh, Je l'ai pas vu, celle-là, le poisson d'avril, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu. Ils ont essayé de démentir formellement à la télévision. Ils ont fait passer ça partout en disant il s'agissait d'un poisson d'avril. Je pense que les dégâts sont faits, que c'est un peu tard et que j'espère que ça a été en fait une façon de stopper certaines personnes et de les réveiller sur ce qui se passe vraiment. Et effectivement, ouais, En fait, ce sont des. Il faut voir par exemple les gilets jaunes et la multitude de dépôts de plaintes qu'il y a eu à partir du premier confinement comme des formes d'avertissement du peuple français en tant que corps politique. Il y a eu les gilets jaunes, donc, avec une donc, révolte sur une base sociale et économique. La réponse, ça a été des gens éborgnés, matraqués et envoyés en prison. Là, il y a eu confinement, sans parler de toutes les contradictions, pas de masque, mais le masque n'est pas est inutile. Puis ensuite, il y a des masques, alors le masque devient obligatoire partout que ça. Bref, on confine en début de pandémie, donc on fait exploser le nombre de contaminés puisqu'on enferme les gens qui sont malades avec les gens qui ne sont pas malades. Donc notamment justement où ça fait un gros scandale parce que oui. effectivement, Oui, tout à fait. euh, Et là, la réaction des Français, que ce soit conscient ou pas, c'est dépôt de plainte, c'est-à-dire qu'ils mettent en accusation directement. Donc là, on revient à Carl Schmitt, c'est-à-dire on désigne l'ennemi, les dirigeants français qui ont mis en danger les Français et qui ont mis en péril, qui les ont mis en péril sur le plan sanitaire. Donc pour moi, c'est un deuxième signe, un deuxième signal du peuple qui est lui attaché à une certaine tradition, la tradition de l'état de droit, qui remonte à Jean Bodin, Thomas Hobbes, Montesquieu. Donc à partir du moment où vous avez un peuple qui attaque en justice mais pour crimes contre l'humanité, hein, des ministres. Hein, c'est des accusations extrêmement graves. Bon, elles n'ont pas toutes été retenues, hein, les accusations. Bref, ça signifie quoi? Ça signifie on s'est révolté, vous nous avez matraqué, vous avez mis un couvercle sur le volcan. Maintenant, on en appelle à l'état de droit. L'état de droit, c'est quoi? C'est un système politique où tout le monde est soumis à la loi, les citoyens comme les dirigeants. Donc là, on revient à Hobbes. Et avec ce qu'appelait Weber le monopole de la violence physique légitime, qui est, en théorie, l'exercice de la violence pour protéger le peuple. Or, qu'est-ce qu'on a? On a d'un côté l'utilisation de la police, donc le monopole de la violence, qui est utilisé par une minorité, une oligarchie qui investit des organes de l'État contre le peuple, donc qui entre dans une guerre privée contre le peuple français, là en l'occurrence, je ne parle même pas des autres pays en Europe, et l'abolition, d'une certaine façon, de l'état de droit, c'est-à-dire que les ministres, les membres de l'exécutif, non seulement ne sont pas punis pour leurs fautes, mais comme Madame Buzyn, elle a carrément bénéficié d'une promotion, elle est maintenant en Suisse, elle a bénéficié d'une promotion, elle était ministre de la Santé en plein début de pandémie, puis elle a été propulsée à l'Organisation mondiale de la santé, donc des dirigeants qui ne sont plus soumis à la loi. Moi, ce que j'anticipe maintenant, pour continuer la prospective, là, je vais publier très bientôt un article sur Stratégica sur le sujet qui s'appelle l'abolition de l'état de droit et la renaissance de la violence politique. C'est que on a eu, avec les Gilets jaunes, un début de renaissance de la violence politique qui avait été, disons,
qui avait disparu après mai 68. Donc là, on a une renaissance de la violence politique, c'est-à-dire la violence comme ultime moyen de se faire entendre. Et dans un contexte d'abolition de l'état de droit, il se pourrait qu'on aille vers des séquences de, disons, de violence politique venant du peuple français en tant que corps politique, non pas dans une visée anarchique, mais plutôt pour rétablir l'état de droit qu'on leur a confisqué. C'est mon sujet de réflexion depuis un moment et je pense que c'est vers cela qu'on se dirige. Et donc, tu vois ça comme une issue positive? Tu vois ça comme la seule issue? Comment tu le vois ça? Bah, Comment t'en es? moi, je fais de la politologie, je fais de la prospective. Je dis voilà à peu près ce qui va se passer, ou je pense ce qu'il peut se passer. Après, je dis pas que c'est bien ou pas bien, mais de mon point de vue personnel, si ça se passe, je verrais ça comme quelque chose de positif, évidemment, parce que donc moi je suis plutôt favorable à l'état de droit, plutôt Bien sûr. favorable à ce que les dirigeants euh, répondent de leurs actes devant la justice. Et ça fait, je veux dire, au-delà même des scandales successifs qu'il y a eu pendant cette pandémie, l'impunité des dirigeants politiques ne date pas de cette pandémie. Elle est bien plus ancienne en France. C'est-à-dire qu'il y a une corruption quasi généralisée, une corruption, en fait, un système de corruption qui est devenu la norme dans la caste dirigeante française, où des types font des allers-retours entre les ministères et les grandes banques sans aucun problème, alors que ça devrait être en fait interdit. Ça devrait être. Donc, Notre président en est un exemple. oui, alors lui, c'est la synthèse. Non, c'est vraiment, c'est la synthèse de l'énarque du pro-LGBT issu de mai 68, de la révolution culturelle de mai 68, et ancien salarié de Rothschild. Donc la finance, la mœurs débridées et énarchie. Et donc effectivement, Emmanuel Macron symbolise en toute sa personne ce qu'une bonne partie des Français exècrent, sans parler de sa dimension sociopathe et fondamentalement méprisante vis-à-vis de la population. Tu viens de toucher un sujet qui a été soulevé donc, parmi les questions. Ici, tu as parlé de mœurs débridées. Et quelqu'un a parlé de l'affaire Epstein. Et en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que il y a tout cela est lié également. Quand tu parles de mœurs débridées par rapport à la classe politique, est-ce que tu veux être un petit peu plus précis et un petit peu Alors, plus, ça va me permettre de rebondir parce que l'affaire Epstein a été traitée de façon très détaillée dès les débuts par la lettre confidentielle qui s'appelle Faits et documents. Donc son rédacteur en chef, Xavier Poussard, a fait un travail fastidieux sur le sujet et il en parlerait mieux que moi. Mais dans les grandes lignes, il y a bon, l'affaire Epstein, c'est en gros un type issu des réseaux du Mossad, des réseaux israéliens, Monsieur Epstein, protégé par les services secrets à la fois israéliens et américains, puisque quand il avait été inculpé, déjà, si ma mémoire est bonne, en 2007, euh, on avait dit au procureur à l'époque que M. Epstein était un trop gros morceau pour lui. Donc en gros, Epstein, c'est quoi? C'est les services secrets israéliens qui font du chantage à toute l'oligarchie occidentale. Je dis occidentale, c'est le monde anglo-américain, mais aussi la France. Il y a vraiment un lien prononcé entre Epstein, son réseau, et Madame Maxwell, en fait, qui était issue de l'élite israélienne, dont le père était un homme important
en Israël Oui. était au-dessus d'Epstein dans les hiérarchies. Donc, c'est un réseau, donc il distribuait, enfin, il fournissait des gamines, hein, des jeunes femmes ou des jeunes filles. Et puis, il filmait systématiquement les ébats. D'ailleurs, il y a des photos révélées par un journal britannique. On voit Ehud Barak sortir de la résidence, je crois, en Angleterre de Monsieur Epstein. On voit des jeunes femmes défilées. C'est parce que, d'ailleurs, Monsieur Epstein était lié à Monsieur Barak. Ehud Barak avait été Premier ministre en Israël. Ils ont tout. Epstein a mis des billes dans une société de technosurveillance de Monsieur Ehud Barak pour le compte d'un ministère israélien. Donc tout ça est directement imbriqué. Et donc en fait, ce réseau-là, d'une certaine façon, utilise les mœurs débridées des dirigeants occidentaux pour les tenir. Je crois même qu'il y a Bill Gates qui est impliqué là-dedans, etc. Donc en fait, ce ne sont pas ces réseaux qui obligent ces gens-là à avoir ces mœurs. Donc c'est bien qu'il y a un problème qui est plus profond, qui est civilisationnel, culturel même pour une partie de cette oligarchie et qui sent, là si on prend du recul sur le plan historique, qui sent quand même la fin de règne, c'est-à-dire comme dans certaines périodes, décadence, comme à la chute de Rome, où on voit en fait des élites qui deviennent complètement folles, sociopathes, il y a eu des périodes comme ça. Hein. D'ailleurs, Emmanuel Todd en parlait dans son dernier ouvrage, où il faisait un parallèle entre les, euh, les dynasties précolombiennes ou chinoises, mésopotamiennes, qui, à la fin d'un cycle, en fin de civilisation, commence à être complètement dégénéré. Donc, sur le plan des mœurs et sociopathie avec des sacrifices humains de masse, faire souffrir la population par sadisme. Et en fait, il y a chez les dirigeants français actuels cette dimension-là. C'est-à-dire que il y a des signes. Vous voyez par exemple Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, et Emmanuel Macron qui se rendent à la cathédrale Notre-Dame en flammes et qui se marrent en fait, qui sont devant la cathédrale, ils rient. Ou alors Véran qui a toujours un petit rictus lorsqu'il annonce des restrictions, ou alors le petit préfet de Paris, Monsieur Lallemand, qui dit à une Française de base qui se réclame des Gilets jaunes et qui lui dit on n'est pas dans le même camp. C'est-à-dire que le préfet de police qui dit à une Française qu'on n'est pas dans le même camp, c'est en fait c'est la confirmation de la déclaration de guerre privée menée par l'exécutif contre le peuple dont je parlais récemment. Donc en fait, on a, si on prend ces différents signaux, là j'ai parlé des mœurs, parlé de l'attitude sociopathe, sadique des dirigeants français, ça, dirigeants occidentaux même plus généralement, ça sent la fin de règne. Mais il va falloir faire tomber ces élites qui sont mentalement dérangées, là je suis gentil, avant qu'ils nous entraînent vers une catastrophe. Parce qu'on a véritablement affaire à des acteurs qui sont irrationnels, totalement irrationnels. On le voit même sur le plan géopolitique. L'attitude des dirigeants américain ne suit pas les canons de la réelle politique, disons. On est dans autre chose. Et ça rejoint ce dont je parlais récemment, enfin précédemment, à savoir la dimension messianique religieuse. Cette dimension de la politique, de la géopolitique, de l'économie est irrationnelle. Leur gestion est irrationnelle. C'est pour ça que ceux qui sont des matérialistes et disent tiens c'est étrange, les économistes qui voient la gestion disent mais ces gens-là sont dingues de mener une telle politique économique, c'est totalement incohérent, ils sont en train de détruire l'économie, etc. Non, en fait, il y a une cohérence. Simplement, il faut entrer dans cet univers mental, religieux, pour le comprendre, pour comprendre la finalité. Pour quelqu'un de rationnel, ça ne tient pas la route. Mais en réalité, c'est tout à fait cohérent.
Ça a cohérence. C'est pour ça que c'est passionnant de t'écouter et de lire tes ouvrages, parce qu'effectivement, ça permet de comprendre ce qui se passe actuellement, pourquoi ça arrive et pourquoi il y a aussi une coordination d'un point de vue mondial. Ce qui se passe en France se passe dans presque tous les autres pays d'Europe. Et il y a une question qui a surgi là sur le cas de la Suède. Pourquoi la Suède ne suit pas l'agenda du reste du monde? Et c'est une question que je me pose aussi. Qu'est-ce qui fait que la Suède... On a essayé de les contraindre. Pareil en Biélorussie. Le président biélorusse avait déclaré que le FMI lui avait proposé, je crois, 900 millions de dollars s'il confinait. Faut pas oublier que les recommandations de Ferguson se sont appliquées difficilement en Grande-Bretagne. C'est-à-dire Ferguson, qui est lui-même britannique, n'avait pas réussi au départ à se faire entendre. Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, avait refusé au départ de confiner. Pareil pour Donald Trump à l'époque. Bon, c'est un système fédéral aux États-Unis et les gouverneurs qui prennent les décisions de façon autonome. Mais il y a eu ce que j'appelle dans mon article, il y a eu une pression sociale du village occidental sur les pays récalcitrants. Mais effectivement, la Suède, disons qu'il y a certains pays, qui ont des dirigeants, comme en Suède, qui veillent au bien-être de leur population. Ça existe. En Corée du Sud, par exemple, ils n'ont confiné que les personnes malades et ils ont testé massivement. C'est un peu ce qui s'est passé, je crois, aussi au Japon. Même en Chine, on nous parle de la Chine, mais la Chine n'a confiné que la région où se trouve Wuhan. 60 millions d'habitants, donc sur 1,5 milliard. Vous voyez, c'est cette région-là qui a été confinée. Donc en fait, les différents pays du monde ont réagi de façon assez différente. Et ceux qui ont été en pointe dans l'obéissance des recommandations de l'OMS, Ferguson, etc., ça a été assez rapidement la Grande-Bretagne, la France, etc. Mais même en Europe, vous voyez, en Espagne, ils ont commencé à déconfiner plus vite qu'en France. Puis, dans certaines régions, la vie a plus ou moins repris son cours. Donc, la gestion est quand même différente en fonction des dirigeants et en fonction des réactions de la population. Il y a quelques semaines, 1 ou 2 mois, il y a eu des réactions extrêmement violentes aux Pays-Bas. Il y a eu des émeutes. Pourtant, les Hollandais ne sont pas des excités sur le plan culturel. Mais il y a des villes qui étaient quasiment en flammes, enfin des quartiers qui étaient en flammes, ils ont foutu le feu à la gare, etc. Donc il y a un agenda, effectivement, et il y a des dirigeants plus ou moins serviles, mais l'application de cet agenda n'est pas si simple que cela. Non, non, ça donne espoir sur l'issue des choses. Tu as parlé des tests à l'instant. Moi, je voulais te poser une question sur toi d'un point de vue personnel. Comme tu as une connaissance approfondie de l'histoire et conscience du but ultime de l'oligarchie, où est-ce que pour toi, tu poses les limites de l'acceptable par rapport à ce qu'on essaye de nous imposer actuellement? À quel niveau? Au niveau passeport vaccin, passeport sanitaire, etc. Vaccin, oui, tout ce qu'il y a autour, en fait, même la limitation de notre circulation. Parce que finalement, ce sont des mesures j'aime repréciser ça, qui sont anticonstitutionnelles. Ces mesures-là, tu l'as dit, font fi de l'état de droit. On n'est plus dans un état de droit et donc du coup, si on appliquait notre constitution, on n'aurait pas le droit de nous empêcher de circuler. Ouais, alors moi personnellement, j'ai jamais fait de test PCR parce que j'ai pas quitté le territoire depuis le premier confinement. Avant, si vous prenez l'avion, là vous êtes obligé de vous faire tester. Personnellement, je refuse de me faire vacciner, de servir de cobaye, d'autant plus que c'est une maladie qui en fonction des pays, le taux de létalité est extrêmement bas, 0,5%, c'est extrêmement faible. Puis je suis pas une personne âgée, donc j'en ai pas
en théorie besoin, mais en C'est plus, important de rappeler ces choses-là. non, mais Hein. ce qui est dingue, par exemple, on parle des vaccins, on nous a dit au début, ah, mais ce n'est destiné qu'aux personnes âgées. Pfizer, AstraZeneca, par exemple. Et ensuite, on a découvert que les personnes âgées et fragiles étaient justement les plus, comment dire, euh, Vulnérable. oui, les plus vulnérables face au vaccin. C'est-à-dire Face que au vaccin. au Danemark, l'équivalent de l'agence de la santé a recommandé, après avoir commencé à vacciner avec Pfizer, a recommandé aux personnes âgées et fragiles de ne pas se faire vacciner. On a vu avec AstraZeneca un autre type de problème, c'est-à-dire le développement de thromboses, caillots sanguins, etc., chez les personnes âgées et fragiles. Donc au départ, on nous dit le vaccin c'est pour les personnes âgées parce que c'est elles qui sont le plus, comment dire, plus exposées au virus, mais en fait on découvre que le vaccin lui-même est plus dangereux pour ces catégories-là. Donc concrètement, le vaccin ne sert strictement à rien, d'autant plus que d'après un certain nombre d'études qui ont été publiées, notamment par le professeur Raoult récemment, les pays qui ont vacciné voient se développer, notamment en Grande-Bretagne, des variants, une multitude de variants. C'est-à-dire que le vaccin produirait des, euh, des variants. Pareil pour les masques. Je veux dire, bon, je vais pas dire si j'en porte ou pas, parce que il y a, il y a- il y a les amendes qui tombent. Je suis pas complètement stupide, mais euh, aucune étude n'a démontré que les masques faisaient reculer vous Et êtes bien dans au un contraire. voilà Jusqu'à 2020, il n'y avait aucune étude qui en démontrait mm, l'efficacité. Je précise bien jusqu'à 2020 parce mm, que elles sont apparues comme par miracle, une ou deux études disant que le masque mm. protégeait peut-être un petit peu. Et même au contraire, on s'est rendu compte que les masques, même en milieu euh, hospitalier, posaient plus de problèmes qu'elles ne protégeaient en fait contre Bah oui, les vaccins. porter un masque toute la journée, c'est problématique, notamment aussi pour les enfants, puisque pour les enfants qui apprennent à lire et à écrire, c'est problématique puisqu'ils ne voient pas, même pas le mouvement des lèvres, vous voyez, C'est terrible. de l'institutrice ou de l'instituteur. Ça cause un certain nombre de problèmes. Aussi, dans les cas d'hospitalisation, les intubations ont été très problématiques. Ça a développé de nombreux cas de problèmes respiratoires. Alors moi, je suis pas un spécialiste, mais je discutais récemment avec quelqu'un que je connais qui est un chirurgien, d'ailleurs un grand chirurgien, et qui me disait que cette pratique-là, quasi systématique dans les hôpitaux de l'intubation, a été catastrophique parce que ça a développé des problèmes respiratoires. Donc, toute cette gestion sur le plan sanitaire, politique et économique a été catastrophique. On aurait voulu mettre en danger la population sur le plan sanitaire, on ne se serait pas pris autrement. C'est complètement délirant. Sans parler du fait que le confinement, la fermeture des entreprises, etc., des commerces, va conduire beaucoup plus de morts à cause de la dégradation économique et sociale que la pandémie elle-même. Et ça, Bien très sûr. très vite sur Stratégica, on a publié des textes qu'on a fait traduire de l'anglais au français de scientifiques de par le monde qui disaient, dès le départ, hein, dès le premier confinement, la politique de confinement va causer beaucoup plus de dégâts sur le plan sanitaire que la pandémie elle-même. Les gens qui vont perdre leur emploi, qui vont se retrouver à la rue, etc. Ça va être une catastrophe. Et c'est d'ici la fin de l'année 2021 qu'on va en voir les résultats catastrophiques. Vous voyez. On voudrait mener une guerre aux populations pour les détruire sur le plan économique, social et sanitaire, donc physiquement, on ne s'y prendrait pas autrement. Ouais. Je vais lire juste un commentaire parce que ça me fait beaucoup rire. Youssef, si tu te prends une prune, tu la contestes avec l'aide de Maître Broussa, tu ne la paieras pas.
D'accord, Donc, je prends note. Je vais noter le nom de la et j'ai boutique. envie de dire la même chose à tout le monde, même à nos auditeurs qui sont ailleurs. Ce sont encore une fois des lois anticonstitutionnelles et devant un tribunal, ces amendes-là ne tiennent pas. La semaine prochaine, je vais recevoir un avocat, même juge ici portugais, qui va nous parler un petit peu de tout ça. Donc voilà. Très bien, très bien. Euh, Steph, j'ai une dernière question parce que faut qu'on conclue parce qu'on a dépassé l'heure. C'est pas grave, mais c'est Mm. tellement intéressant d'écouter. Il y a tellement de choses à dire. Euh, Toi, d'un point de vue personnel, on vit une ère apocalyptique, donc apocalyptique dans le sens étymologique du terme, où c'est une ère de révélation. En fait, le voile se lève, un tas de secrets cachés que les gens commencent à découvrir. En te lisant, par exemple, toutes ces révélations deviennent évidentes. Euh, Comment toi tu appréhendes toi personnellement cette expérience d'un point de vue personnel? Puisque tu as vu tout ça arriver, tu vois tout ça venir. Comment tu vis un peu comme ça? Ce que j'ai pas vu, ce que j'ai pas vu, c'est le confinement de 3 milliards de personnes de façon simultanée. Là, c'était incroyable. Je me souviens lors du premier confinement. Je veux dire, je fais de la prospective, il y a pas mal de choses que j'ai vu venir, mais ça, vraiment, je l'ai pas vu venir. Genre, confiner une, une société entière, je me baladais dans la rue. Enfin, c'était assez impressionnant. J'avais l'impression qu'on rentrait véritablement dans un film de science-fiction. Et on vit une séquence historique dystopique. On est dans un roman, on est dans un roman de science-fiction. Mais au-delà de ça, au-delà du confinement et de ces mesures démentes, disons que de par mes recherches et mes réflexions, et de par mes lectures, pas seulement historiques, géopolitiques, mais aussi religieuses et textes religieux que je lis maintenant depuis longtemps, disons que je suis plutôt préparé mentalement. Depuis longtemps, je m'attends à cette période de dictature à l'échelle, je dirais pas planétaire, parce qu'il y a des pays qui sont pas du tout entrés là-dedans, mais dans le monde occidental, oui, je m'attendais à quelque chose de la sorte. Donc, comme tout le monde, je le vis plutôt mal au quotidien, le fait de rester informé, etc. C'est très difficile à vivre, mais je pense que je le vis mieux et de façon plus sereine, parce que ceux qui vivent le plus mal cette séquence, ce sont les gens qui ne sont pas croyants. Ce sont les gens qui ne sont pas croyants et qui sont sidérés par la situation et qui ne la comprennent pas. Les gens qui sont croyants, qui soient, peu importe leur religion, musulmans, chrétiens ou juifs, ils trouvent un sens là-dedans, pas forcément le même sens, mais ils savent que ça fait partie des épreuves, même des épreuves de la fin des temps. Donc, ils le vivent avec. Vous voyez, c'est comme un pays en guerre. J'ai eu l'occasion, malheureusement, d'aller 2 fois au Proche-Orient, en Syrie plus particulièrement, Liban, Syrie pendant la guerre. Et en fait, les gens se font à toutes les situations. Ils vivaient pendant la guerre, et sans problème. C'est-à-dire qu'ils vivaient, ils continuaient à faire la fête, à manger dehors, etc. Avec, je me souviens, à Damas, avec les bruits les tirs d'obus, de Kalachnikov, d'avions de chasse qui passent au-dessus de vous, et puis vous vous baladez en train de manger un shawarma. Bon, bah, les gens se font à toutes les situations, mais ils, ils la vivent d'autant plus facilement parce qu'ils la comprennent et ils en saisissent le sens. Le problème des populations occidentales, c'est qu'elles sont en perte de sens depuis longtemps. Elles ne- elles n'ont pas le sens de l'histoire religieuse et elles sont tellement attachées à la vie matérielle, à leur vie quotidienne, que déjà la mort est une idée qui est devenue insupportable en Occident. Mais alors, faire face à une oligarchie, à des dirigeants politiques sociopathes qui trouvent un malin plaisir à les appauvrir, à les détruire, à les enfermer, etc. C'est quelque chose qui est devenu insupportable et on le voit avec les, les suicides qui explosent.
Donc individuellement, moi je le vis comme quelqu'un qui s'y attend, qui s'attendait plus ou moins à traverser une période difficile. Moi je suis dans un combat politique, donc bon, je l'accepte, mais il va falloir pour aider les populations non seulement à supporter la période, mais pas seulement supporter, mais à se lever et à combattre politiquement, il va falloir les aider à comprendre le sens religieux, historique et métaphysique de la séquence historique qui s'ouvre et qui est loin d'être terminée. Les gens ont halluciné, étaient choqués de, de, de vivre le premier confinement avec des rues désertes, etc. Moi, je vous garantis que ce n'est que le début. Les gens n'ont pas fini d'être choqués et d'halluciner. C'est-à-dire que là, on est rentré dans une séquence irrationnelle. Il n'y a pas que les dirigeants qui sont irrationnels. Le monde quotidien va être de plus en plus irrationnel. Et si on si on n'est pas structuré sur le plan religieux, je veux dire, on s'effondre psychologiquement. C'est extrêmement important ce que tu dis là. En même temps, c'est un message positif parce que je pense que ça donne un moyen aux gens de se raccrocher à quelque chose aussi, en fait. Quelle que soit, comme tu disais, la croyance, que ce soit un dieu, une religion, ou même l'univers, ou même des énergies, des vibrations positives, on a tous... et je pense que les gens qui ont pris conscience de ce qui se passait, on a tous trouvé un moyen de se raccrocher à quelque chose, en tout cas. En tout cas, moi, c'est mon cas. J'ai une foi intérieure sur l'issue des choses, mais je pense que chacun va devoir faire un grand travail sur soi-même aussi, et ça fait partie de la solution du problème. Ça fait partie de la solution. Individuellement et collectivement. Parce que la religion, la croyance, c'est quelque chose qui se vit individuellement et collectivement. Et donc il va falloir, c'est facile de dire qu'il faut, mais un des gros problèmes des sociétés occidentales, je l'ai dit, c'est pas seulement occidentales, c'est la perte de sens, c'est l'effondrement de la croyance religieuse. Et le problème, c'est que quand vous avez des populations qui n'ont plus de croyance religieuse et qui sont perdues et désespérées dans des circonstances difficiles, elles se raccrochent à la première chose qu'elles voient. Et donc c'est dans ce type de contexte d'effondrement religieux que vous avez des superstitions qui émergent, et des gourous qui émergent, et des porte-paroles qui émergent, et toutes sortes d'imposteurs qui émergent, auxquels les gens vont vouloir se raccrocher. Et ça c'est un des dangers actuels et futurs. Donc, on dit que si vous ne vous occupez pas de politique, la politique s'occupe de vous. C'est la même chose pour la religion. Si vous ne vous occupez pas de la religion, si vous n'êtes pas dans la religion, ce sont des imposteurs qui vont s'occuper de votre croyance religieuse. Waouh! Je pense que c'est un beau mot de la fin. On va terminer sur ce mot. On va terminer sur ce côté un peu plus spirituel, on va dire des choses, effectivement. Youssef, merci infiniment. Je vais préciser pour les gens qui ont l'interview aujourd'hui qu'elle sera ensuite transmise sur YouTube et Facebook dès que possible. Alors, j'aurais besoin de l'éditer un petit peu, mais voilà. Et elle restera sur mon feed Instagram pour qui souhaitera la revoir. Youssef, encore mille merci. Je pense qu'il y a tellement de choses à dire. J'invite tout le monde à lire tes ouvrages et commencer peut-être par tes articles prospectifs sur Stratégica, parce que c'est grâce aussi à ça que je t'ai découvert. Très bien, sur stratégica.fr et sur youssefhindy.fr. Et puis je lance un appel avant qu'on termine. S'il y a des gens qui veulent traduire et sous-titrer en anglais l'interview présente, eh bien, adressez-vous à Wake Up Call, White Rabbit Production, et puis voilà.
Oui, avec voilà, la traduction, je peux peut-être la faire, mais en tout cas, le sous-titrage, effectivement, j'ai besoin d'aide et je pense qu'on a besoin de faire passer l'information au maximum de gens, donc c'est hyper important. Merci encore, Youssef, et Merci. bonne soirée à ceux Merci qui pour nous ont. l'invitation. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.